Allez, bonjour à toutes et à tous. On perd pas de temps, exercice habituel au programme. Aujourd'hui, à peu près les mêmes choses. Ça continue de chuter sur les indices tout doucement mais sûrement, donc on se dirige toujours dans ce qui était. Le VIX a testé son support. On est sur une nouvelle échéance. Je vais voir si je me repositionne tout de suite ou un peu plus bas. Qu'est-ce qu'on va voir également? Qu'est-ce qui sortirait du lot? On va regarder si les indices chinois ont réussi à faire un léger plus haut et s'ils sont en train de rechuter, donc en dead cat bounce, savoir si je les vends également ou si on attend toujours un petit peu pour cela. Le gaz naturel, on va le surveiller, il travaille, ça prend son temps, c'est lent. Le gold, oui, on regardera quand même. On regardera la UDNZD. Voilà. 0,30 sur la UDNZD, je pense que c'est confirmé. On peut acheter encore un peu plus fort. On a dû péter la résistance. Et il y a un catalyseur cette nuit, donc il faudra payer de la UDNZD, je pense, aujourd'hui. On va voir tout ça en détail. Côté action américaine, Tesla, on regardera. On n'a pas encore cassé le support, mais on va regarder. Nvidia, évidemment, on va regarder, mais très probablement un stop qui va être déclenché aujourd'hui. Nvidia qui fait moins 4 hier, plus 3,50 aujourd'hui. On n'est pas bon, hein, voilà, donc c'est invalidation du signal baissier très probable à venir, donc avec un stop à déclencher sur cette action. C'est le jeu, hein, mais là, franchement, après un signal de vente comme ça, si le marché l'invalide le lendemain, c'est qu'on va péter probablement le biseau par le haut. Dans ce cas-là, il faut clairement accepter de donner son stop, surtout pas s'accrocher à cette position-là. Si ça veut monter encore un cran, on laisse monter encore un cran et on shortera le prochain cran, tout simplement. Sinon, vous allez vous laisser glisser dans des positions vendeuses pyramidalisées, enfin, c'est l'enfer. On pyramidalise pas quand on est contre, quand le marché va dans l'autre sens, hein, voilà. C'est quand ça baissera qu'il faudra pyramidaliser par contre. Ça, faudra pas hésiter. Je regarde Boeing 1,77. Ouais, bon, enfin voilà. Donc je pense qu'il faut y aller doucement. Par contre, rappelez-vous quand même que c'est mercredi. Attendez, je vais mettre en pause. Ouais, pardon, c'était pour être sûr de ne pas dire de conneries, que ce ne soit pas demain, mais effectivement. Donc ce soir, FOMC 19h, probablement hausse de taux. Côté américain, les marchés ne vont pas aimer ça. Moi, tout ce qui m'importe aujourd'hui, c'est le communiqué qui va aller avec déjà d'une part et encore une fois je m'en fous de ce qu'il y a dedans, tout ce qui m'intéresse c'est de savoir comment le marché va l'interpréter puisque ça va changer, ça va réajuster très rapidement les perspectives de hausse de taux futures puisque tout tourne autour de ça et ce qui m'intéresse ça va être de voir comment les techs vont y réagir, c'est-à-dire que si on a sell-off sur les techs, normalement Nvidia, biboum, ça va tomber en ligne droite, voilà, tous ceux qu'on regarde depuis plusieurs jours pour des déclenchements baissiers vont chuter. C'est-à-dire que Tesla devrait chuter comme une pierre si on a effectivement un sentiment négatif sur la hausse des taux. En fait, négatif, même en ligne, c'est-à-dire que le marché a des craintes, mais des craintes qui sont justifiées, c'est-à-dire que la Fed, elle doit remonter les taux, hein, sinon de toute façon, c'est les marchés qui vont la prendre à contre-pied. Donc, elle n'a pas le choix, en fait, la Fed. Tout le monde pense qu'il y a un choix, mais non, le seul choix, c'est que maintenant, ça coûte trop cher de garder les taux bas, et que si on continue à faire les cons, on va déclencher la prochaine crise. Donc il faut remonter les taux, il faut juste trouver le juste milieu, pas trop vite, pour pas trop brusquer les marchés, il faut bien les préparer, il faut bien utiliser les bons verbes, mais on sait qu'on doit y aller. Voilà, c'est inévitable de toute façon. Maintenant, ceux qui pensent qu'on va avoir que 2 ou 3 hausses de taux cette année, ils se foutent le doigt dans l'œil jusque bien loin. Bref, vous avez compris le principe, le marché va devoir subir des hausses de taux, mais il ne veut pas. Donc au bout d'un moment, ça va forcément coincer. Hein. Donc, ça va coincer alors qu'on a pris 30% l'année dernière. C'est probablement un retracement. Voilà. Donc on verra bien si ce retracement a déjà été effectué avec la phase de volatilité précédente et si ça suffit au marché d'avoir consolidé ça. Moi, ça me semble pas franchement être la meilleure des options, ou si on retourne au moins tester les supports, voire les enfoncer pour aller remettre en cause toute la hausse de ces 30% débiles qui sont depuis le bottom de Donald Trump. Les remettre en question, pas forcément en intégralité, mais en tout cas de l'ordre de 60 à 80%. Donc craquer la zone de hausse de Donald Trump, ce qui serait pour moi logique, et techniquement et chartistement, moi, j'ai des indices qui me permettent de penser que c'est ce qu'on est en train de prévoir. Donc, on verra. Voilà. Allez, introduction terminée sur cette partie FOMC. Donc, bien évidemment, on ne va pas spéculer sur un FOMC. Moi, mes billes sont en place. Mes stops sont pratiquement payés. Voilà, c'est ça la seule attitude à adopter. Moi, je vais jouer le FOMC, mais pas avec un levier de dingo sur les US. On verra si Nvidia, le stop tient avant le FOMC. Et ensuite, soit le stop est déclenché, soit ça chute comme une pierre. Et on verra. Voilà, on parlera de tout ça en temps voulu. Allez, Bitcoin, pour ne pas faire perdre leur temps aux cryptomaniaques qui se foutent complètement de ces choses-là.
Volatilité à 50 périodes orientée à la baisse, c'est pas bon, hein, donc il faut rester vendeur sur ce truc-là. Vous amusez surtout pas à imaginer que ce truc est acheteur. On est cycle vendeur contre cycle de prise de profit qui a déjà été démonté, c'est-à-dire qu'on a déjà glissé sous le cycle de TP. Ça montre qu'en termes de rapport de force, quand vous prenez TP contre bear, déjà bear c'est plus fort parce que bear c'est une reprise d'une tendance déjà en place. Donc là en gros vous vous dites pour renverser cette tendance, faut y aller. Voilà. C'est-à-dire que c'est une tendance qui s'est installée et qui se poursuit. Et donc pour la contrebalancer, il faut vraiment quelque chose de fort. Un TP, ça veut juste dire que les vendeurs prennent des profits. C'est tout. Quand on prend des profits en tant que vendeur, ça fait remonter les prix, mais ça ne veut pas dire qu'on passe acheteur. Ça veut juste dire qu'on on a bien tiré les cours, maintenant on prend des gains, et puis on va revendre quand ça va remonter. Voilà ce que ça veut dire un TP. Donc dans le rapport de force bear tout TP, c'est plutôt le bear qui va l'emporter normalement dans la bataille. Maintenant, ce n'est pas une certitude. C'est pour ça qu'on prend des profits d'ailleurs. Ça s'appelle gérer son risque. C'est aussi simple que ça. Là, il y a un risque parce que Sine Wave vous dit il y a probablement des gens qui sont en train de prendre des profits. Moi y compris, j'avais pris des profits. Donc on fait quoi après une prise de profit? On remonte chercher les résistances, on regarde si on arrive à en franchir certaines, pas d'autres, puis dès qu'on repart à la baisse, on revend, point à la ligne. C'est uniquement ça. Donc le marché pour moi reste vendeur, il faut éviter de penser que c'est reparti et qu'on a trouvé un bottom. Je vais vous expliquer en fait pourquoi je pense qu'il y a énormément de gens qui se remettent à l'achat maintenant. Déjà parce que tout le monde a vu cette espèce de biseau là, voilà, tac, 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 on en sort par le haut, youhou, ça y est, c'est reparti comme en l'an 40. Non, on a juste cassé un biseau par le bas. Le biseau, c'est typiquement la structure de take profit, hein. C'est rarement une structure de retournement. Donc take profit, on retrace et on revient tester des résistances. Mais techniquement, là, tout est bear. Moi, j'ai rien qui m'invite à acheter un truc pareil, hein. Au contraire, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on vienne chercher des prix intéressants à la vente pour me repositionner. Maintenant, patience, c'est un retracement. Donc, dans un retracement, on y va mollo. Maintenant, je vais regarder des éléments techniques, ok ? Donc on est en daily. Comme je vous dis, regardez, vos Bollinger 50 périodes, elles sont orientées à la baisse. Elles se sont contractées. Maintenant qu'on a la forme du range, on connaît l'amplitude maximale de ce range. C'est-à-dire que si on devait remonter ici, il faut vendre. Et puis si on casse ça par le haut, c'est haussier. Si on revient ici, il faut vendre. Et c'est plutôt cassure baissière et il faut continuer à pousser à la baisse. On était dans une tendance baissière. La plus grande probabilité, c'est qu'on remonte chercher les moyennes de prix et qu'on retourne chercher les écarts types. D'accord ? Que les moyennes soient considérées comme des prix intéressants à la vente et qu'on retourne chercher les écarts types baissiers à 50 périodes, donc très probablement revenir péter ce bottom-là et forcément dans la foulée les 6 000 $. Pour aller chercher les objectifs. Et à moi, une fois qu'on arrive à 5100, 5002, out. Je ne vends plus les indices, je vends plus de Bitcoin. Après, ça ne m'intéresse plus d'être vendeur dessous, mais je n'achèterai pas à 5002 non plus. Hein. Voilà. Pour la partie. Donc dans le scénario Target 1, on l'a faite, hein, donc maintenant, voilà, on ne touche plus. On attend que les prix baissent. Quoique je vais la laisser, ma target, mais regardez quand même qu'elle avait une sacrée importance. Hein. C'est-à-dire que vous voyez bien qu'on a travaillé ce niveau, on tente l'extraction. Tout ça, en gros, c'est pour déclencher des achats, enfin pour déclencher des prises de profit. Et maintenant, on remonte très légèrement les prix. La dernière résistance, elle se trouve bien ici. Hop. Voilà, donc vous pouvez noter cette zone-là. Ça, c'est une zone résistante. Voilà, en daily, hein, je parle. Voilà, en daily, c'est la zone résistante pour l'instant. Si on franchit ça, il n'y a rien d'autre avant ça. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'on retournera là. Techniquement, c'est peu probable. Et je vous dis, normalement, on doit avoir une structure 1, 2, 3. La 4 peut venir chercher la 1, mais pas installer des clôtures là-dedans. Donc, je pense, évidemment, on va venir là-dedans. Mais je pense qu'on doit le faire en 2 phases, rappelez-vous. C'est-à-dire que moi, il me semble qu'on doit faire un truc comme ça. Puis un truc comme ça. Et là, derrière, on se remet vendeur. Moi, c'est ça que j'aimerais voir, en fait, comme prix, comme action de prix. Donc, je n'ai pas envie de vendre là tout de suite. Mais évidemment, si on venait chercher cette zone, pourquoi pas. Voilà, moi, je dirais patience. Mais j'aimerais qu'on remonte ça en 2 vagues. Comme ça, ce sera bien propre en termes de conso. Derrière, on démonte tout et on se dirige à terme, voilà, comme ça. Hein. C'est-à-dire, on grind doucement, on n'y va pas tout de suite. Et là, bim, là, on enfonce, on vient péter les 6000, on vient dans le bas du canal et terminé. Voilà comment j'anticipe le truc, moi. Donc ici, il ne faudra pas se dire on va tomber en 2 jours. Hein. Voilà. On a un canal et ce canal, je vous ai dit, on va respecter ce timing. Donc il faut latéraliser. Ça veut dire que là, en théorie, on ne peut pas atteindre la target avant début avril. Donc ça veut dire qu'il y aura encore 2 semaines de cotation à tuer, 2-3 semaines de cotation à tuer avant d'espérer y arriver. Donc patience, voilà. Là vraiment patience. Il n'y a pas d'urgence à appuyer sur le bouton vente. Je pense que pour l'instant il faut juste rester tranquillou. Voilà.
Allez, donc ça, c'était pour la partie Bitcoin. En daily, on regarde en horaire ce qu'on a comme signaux. Toujours pas le moindre signal vendeur, d'accord? Pas de triangle rouge ici. On est sur un cycle faible. Ça fait qu'on demande des prix intéressants. On a une résistance placée ici qui fait que on reste dans ce cycle vendeur tant qu'on est en dessous de ça. Donc on attend, et pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de triangle, on ne fait rien du tout. Donc vraiment, là, il faut être patient. C'est un marché acheteur qui sort de la dump zone. C'est un marché en retracement. Marché baissier, mais acheteur, donc c'est un marché qui retrace. On attend, voilà. Il y a eu un cycle exit, c'est quand même pas la pattern la plus faible, donc ça veut dire qu'on va probablement avoir un retracement assez intéressant. Les ventes ne peuvent se faire qu'à partir de 9300 $. Au-dessus, c'est intéressant de vendre, et on sera donc dans notre zone de vente daily, qui s'étale donc de 9540 à 9895, 9009. On va dire, voilà, 10 000, 9005, 10 000. Moi, je pense que là, on doit avoir, théoriquement, je dirais, un premier test, on vend. Et dans ce cas-là, on aura notre vague A ici. OK. Moi, je dirais vraiment un truc comme ça. Hein. Hop, premier test, on vend. On aura fait la vague A. Derrière, on revient chercher un point B ici. Et ensuite, on vient faire un point C ici. 9007, 9008, 10 000, haut de la zone. Et ensuite, short qui peut. Enfin, short qui peut. Et ici, on y va comme des cochons en short. Donc moi, pour l'instant, je fais ça. Après, je vous ai dit, il y a la possibilité qu'on vienne direct ici, puis qu'on fasse un triangle. Il y a plein de solutions. Voilà. Il y a vraiment plein de solutions, et je pense qu'il n'y en a pas une qui sera meilleure qu'une autre. Tout ce que je pense, c'est qu'il faut être patient, et que pour moi, il va y avoir probablement une vente à jouer ici. Une vente intéressante sur ce gros cluster. Rappelez-vous, c'est là que j'avais acheté la dernière fois, en fait. Tout simplement. Donc moi, je pense qu'ici, il va y avoir réaction vendeuse, parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait piéger, et qui ont probablement tenu leurs achats ici, et qui se sont pris toute cette vague de peur là, ce qui n'était pas très intelligent en soi, hein, de rester acheteur là-dedans. Hein, voilà. Moi, je lui ai dit, j'étais sorti là. Hein, voilà. J'avais dit, je sors sur pullback. Bon, voilà, signal vendeur ici, j'étais sorti, point à la ligne. J'ai tenté le rachat ici, et je vous ai dit, j'ai préféré sortir à cause du G20. Alors, on va reparler d'ailleurs de ce risque G20, donc, puisque au final, le G20 a même donné un sentiment positif, puisqu'il a dit, on ne veut pas réguler le Bitcoin. Donc, c'est très bien. C'est très bien pour le Bitcoin. Faites attention, voilà, encore une fois, n'allez pas vous attribuer la réussite d'un trade acheteur alors que vous avez pris un risque inconsidéré. Ce n'était pas du trading, c'était du jeu, mais encore une fois, dans le jeu, on a raison souvent. Hein. Quand vous achetez des tickets à gratter, des fois vous gagnez de l'argent. Mais vous n'avez rien fait pour le gagner, vous avez juste acheté un ticket. C'est un peu pareil là. Voilà, vous avez fait ce jeu-là de dire le G20, tout va bien se passer. Ça s'est bien passé, tant mieux, vous avez eu raison. C'est pas du trading ça. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Donc le trading, c'est ce que moi j'ai fait, c'est-à-dire j'ai acheté, le risque était contre moi, j'ai préféré sortir. Ça, c'est un choix de trader, ça c'est un choix rationnel. C'est pas un choix de gambling. Mais encore une fois, je respecte, il n'y a pas de souci. Moi, le jeu, ça fait partie aussi du trading. Il y a un aspect jeu dans le trading. Mais le but, c'est justement de le limiter au maximum pour être dans une posture de trading plus que dans une posture de gambling. Mais encore une fois, voilà, ça reste un savant mélange entre les deux. Et avec le temps, vous vous dirigez plus en trading qu'en gambling, mais tout le monde a commencé par jouer d'abord. Donc je comprends cet aspect joueur que vous avez, j'ai eu le même, hein, tout simplement. Donc voilà, moi je dirais tout simplement ping-pong, petite vente là, petit achat là, c'est tout ce que je vois à jouer. Moi de toute façon, je vous avais dit, j'achète pas tant qu'on vient pas chercher cette zone. Le marché a décidé de traverser la dump zone à partie haute, c'est qu'il va très probablement venir chercher des ventes ici, purger un petit peu, en gros pump, dump en langage de cryptomaniaque. Une fois qu'on a bien dumpé, il y aura probablement une nouvelle pump, et puis une fois qu'on repump, soit on fait un triangle, c'est-à-dire j'ai dit soit on fait A, B, C, D, E, terminé, soit on fait A, B, C, on vient chercher un prix très attractif à la vente vers les 9007 et ensuite on redégomme, par exemple. Tout ça, on verra après. Moi, je ne peux pas vous donner de réponse en l'état. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ici, ça m'intéresse de vendre, et au-dessus, avec signaux, tant qu'il n'y a pas de signaux, ça ne m'intéresse pas. En dessous, ça m'intéresse d'acheter éventuellement, mais qu'un premier contact. C'est-à-dire, si on vient chercher la zone des 9009, 9000, enfin 10 000, ça m'intéresse clairement plus d'acheter cette zone-là. Hein. Voilà. C'est là, je l'achète si on retraverse la dump zone au sud, pour faire un gros piège. Hein. Je vous ai dit, la dump zone, attention, c'est un truc où maintenant qu'on l'a bien traité, qu'on a mis du volume dedans, maintenant elle va rejeter. Hein. C'est-à-dire que là, dès qu'on va passer dans la dump zone, ça va faire pouf, ça va retraverser tout au sud. Hein. Donc attention à ça.
voilà, pour les astuces que je peux vous donner en ce qui concerne le Bitcoin. Donc maintenant, on a fait notre boulot, on sait dans quel cadre technique on est, on attend que le retracement se fasse soit en 2 vagues pour vendre pour les plus sains, pour les plus safe, ceux qui veulent prendre le moins de risques, là, il n'y a rien qui vous intéresse. Il faut attendre qu'il y ait 2 vagues de hausse bien identifiables, on est en train d'en terminer une, attendez qu'il y ait la deuxième qui se termine pour revendre ici. Pour ceux qui sont un petit peu plus showtime, qui veulent trader un peu le range, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre des prix intéressants avec un stop au-dessus du plus haut. Hein, voilà. C'est-à-dire on vend ici, stop au-dessus de 10 200 et on essaie de tirer un ratio qui est intéressant pour viser les supports d'en dessous. Allez, on continue les indices. VIX d'abord. Voilà. Donc, le VIX, gap baissier, achat sur le support. Je pense que la journée va être intéressante, mais pas forcément... pas forcément à l'achat immédiat, je dirais, même si très franchement, là, c'est assez tentant. Mais je pense qu'on peut avoir une petite poussée de plus. Voilà, je dirais hop et hop. Moi, j'aimerais légèrement en dessous, en fait. Mais vraiment légèrement, je sais pas. Bon, je vais peut-être me retrouver en dessous. Attendez, je vais regarder déjà une seconde si les nouveaux contrats, je vais voir combien ils cotent. Ah non, voilà, regardez. En fait, là, ce que je vous mets, c'est le prix des contrats futurs. Là, donc là, voilà, par exemple, le CFD Active Trades, là, puisque je suis en train de switcher. Hein, donc je vais passer chez Active Trades maintenant. Là, par exemple, voilà, la nouvelle expiration, elle cote pas un super prix, quoi. Je veux dire, là, on va voir combien ça cote cet après, parce que là, évidemment, c'est fermé à l'instant. Je pense que ça va rouvrir à côté une cotation vers là. Ou vers là, légèrement en dessous. Pour moi, ce n'est pas des bons prix. Hein. Enfin, ce n'est pas des prix très, très attractifs pour un achat. Voilà, normalement, ça va ouvrir légèrement en dessous, du coup, là. On va dire à peu près par là. Moi, je dirais que là où ça sera intéressant, sera légèrement plus bas. Donc, on va voir comment ça se déroule sur la journée avec le prêt FOMC. S'il y a des prix intéressants sur le futur avant la release du communiqué, donc vers les 18-19 heures chez nous, parce que rappelez-vous, il y a encore 1 heure de décalage avec les US pour l'instant. Normalement, c'est 20 heures, mais là, du coup, c'est 19 heures. Moi, je dirais, voilà, ça peut être intéressant de jouer un achat de VIX, mais moi, j'attendrai peut-être un petit peu plus bas et en sachant que c'est risqué. Voilà. Là, vraiment, le risque, c'est que il y a hausse de taux, mais un communiqué très accommodant, et là, boum, le VIX, il viendra chercher cette zone-là. C'est-à-dire que là, si vous vous amusez à acheter là et que le VIX vient là, ça fait mal. Hein. Voilà. Donc, effectivement, il y a gros gain potentiel derrière, mais encore une fois, ça reste du gambling. Donc, moi, je vais essayer de me repositionner, je pense, avant la statistique. Si je vois une structure qui laisse à penser qu'il y a d'autres mecs qui sont en train d'acheter sur la nouvelle échéance, et c'est tout. Voilà. Mais là, on est dans un cas très emmerdant où on est sur une nouvelle échéance future, c'est-à-dire on rouvre tout simplement des nouveaux contrats futurs que les traders et les spéculateurs vont s'échanger. Et le but, c'est que il y a direct le gros catalyseur qui arrive dessus. C'est-à-dire que le gros catalyseur de cette échéance, c'est le FOMC. Et voilà, l'échéance commence le même jour que le FOMC. Donc c'est assez coriace comme truc. Pas évident, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas... Il n'y a pas de cotation pour se positionner. Voilà, on ne peut pas se positionner en amont puisque on va avoir très peu de temps en fait pour se positionner. Il va très rapidement falloir trouver un prix d'équilibre. J'ai peur que ce prix d'équilibre soit légèrement plus bas que les prix actuels. Donc j'ai plutôt tendance à me dire patience pour l'instant. Et je dirais, voilà, à mon avis, on peut plutôt revenir tester cette zone-là. Je dirais vers les 16,50, 16,60 pour le contrat futur. Donc évidemment, sur le contrat, sur le VIX réel, l'index CBOE, ça nous ramènerait, voilà, je dirais... non, attendez, là du coup on est à 18, donc oui, on rouvrirait plus bas. Attendez, en horaire, ok. Oui, voilà. Moi, je dirais que vraiment, c'est plutôt par là en fait que ça m'intéresserait. Donc 16,9 sur le contrat CBOE. Donc théoriquement, on a ce gap-là. Soit on vient refermer le gap, et dans ce cas-là, c'est ici que c'est intéressant d'acheter. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que le FOMC, plutôt accommodant. Et dans ce cas-là, on reviendrait tester cette zone-là. Ici, un nouvel achat de VIX peut être intéressant. En l'état, on a bien un support ici qui tient. Là, on a bien un signal bullish, mais vous voyez qu'il nous dit que normalement, là, le momentum a encore un peu de place pour aller légèrement piéger au sud. Donc je dirais prudence, plutôt des prix un petit peu plus bas sur le VIX. Je vois ce support-là, tout simplement. Ici, on a mis un peu de volume, donc on sait que ces prix intéressent les investisseurs. Et je dirais qu'après, il y a la clôture du gap en termes de support. Ça semblerait effectivement être un prix intéressant. Enfin, les 3 prix intéressants, c'est donc ici, cette zone-là, entre donc le niveau de prix et le soutien haussier du gap. Ici, il y a bien une zone très intéressante sur le VIX. Je vais mettre surveiller achat VIX. Voilà.
Évidemment, si là-dedans, il y a une réactivation haussière, très très intéressant de jouer un achat de VIX. Mais voilà, moi je pense qu'on peut avoir de meilleurs prix, donc je ne me repositionne pas tout de suite sur cette nouvelle échéance de VIX, surtout pré-FOMC. Voilà, après, c'est un jeu dangereux, on fera le point sur Twitter et compagnie un peu avant le FOMC, voir si j'en achète quand même un petit peu en anticipatif, et c'est du pur gambling, hein, encore une fois, mais on est dans une tendance haussière, donc j'ai plus de chances d'avoir raison que tort, mais voilà, évidemment, je n'irai pas mettre un levier sur ce genre de truc, quand bien même j'ai une conviction haussière. Vu qu'il y a un catalyseur et que par définition je ne peux pas le maîtriser, je n'irai pas faire le con à risquer mon compte là-dessus. Ok, allez, la partie indice américain. Donc sur les indices américains, on est bien dans cette structure, donc je pense qu'on a fait vague A, on est en train de chercher une B. On est bien dans un setup trading neuneux qui s'active ici, donc ça laisse bien à penser qu'effectivement la 3 n'est pas notre vague étendue. Et qu'on va ranger l'horizon de prix 2-3, donc très probablement essayer de revenir. Voilà. Moi je dirais que là ici il y avait un achat à jouer, peut-être qu'on va revenir rentrer un peu plus profondément dans la zone d'achat et hop. Donc je dirais un FOMC en termes de ce que les prix semblent me présenter, à moins qu'il y ait surprise, je dirais que le FOMC semble se profiler comme étant plutôt accommodant. Maintenant, attention, on peut très bien avoir, hop, on vient là cet après-midi, le FOMC semble plutôt positif, on vient chercher la résistance, ça ne catalyse pas d'achat, au contraire, la résistance est vendue, et on peut très bien justement avoir une grosse mèche aujourd'hui. Et dans ce cas-là, vous voyez, hop, la journée, elle fera hop, mèche, et alors là, derrière, c'est grosse baisse qui continuera, et on déclenchera probablement la poursuite dans le potentiel crack qui pourrait survenir derrière. Parce que dites-vous, contexte faiblement volatile, catalyseur très fortement attendu par le marché, et encore une fois, ce catalyseur est purement et simplement ça va juste permettre de faire bouger les prix dans un sens ou dans l'autre. Le marché, à mon avis, il a déjà choisi sa décision, c'est juste que le catalyseur va permettre de faire bouger les prix dans le sens qui est déjà dans les tuyaux. Voilà. Moi, je pense que là, le marché sait déjà où il va aller. Enfin, ceux qui influencent le marché savent déjà où ils veulent le pousser. Ils attendent juste que le catalyseur arrive pour le faire. Donc, je dirais, voilà, pour moi, ça semble plutôt baissier. Mais je pense qu'on peut avoir une mèche haute avec des prix intéressants pour revendre le S&P 500. Voilà. Donc moi, c'est pour ça que j'ai pris un profit partiel. Je reste vendeur, hein, très clairement, et je revendrai ici avec ce profit encaissé. Mon stop est payé jusque-là. Voilà, mon stop est ici et il est payé. Donc si on devait remonter ici, on n'est pas dans mon schéma baissier. Et dans ce cas-là, clairement, ça ne m'intéresse plus d'être vendeur de S&P 500. Même chose dans ce cas-là, le scénario volatilité sera annulé. On est bien dans un cadre de scénario où pour moi, VIX et S&P 500 peuvent être tradés de façon conjointe et intelligente. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Allez, on a dit donc JPN rapidos. Je regarde si en daily on a quelque chose de nouveau en termes de l'avancement de ce range. Je pense effectivement qu'on a quelque chose. On peut oublier la structure ABC. Je pense que nous sommes dans une structure de triangle. Donc consolidation A, B, C, D, E. Et on y va comme des couillons. Donc ici il y aura une vente à jouer. Voilà. Donc eux, ils n'auront même pas le luxe de s'offrir un dead cat bounce sur le JPN. Alors il faudra surveiller, hein, évidemment, si le point E ici, il n'y a pas de signaux, c'est qu'on fera effectivement le point C ici. Et ça, ce sera une ABC au sein du point C. Tout à fait possible. Mais là, en structure, il y a un risque de triangle, donc il va falloir surveiller très très attentivement comment les prix vont réagir sur l'oblique baissière du triangle. Ici, pardon. Quand on remonte, si le point E donne un signal de vente, on le tente avec un stop au-dessus du point C. Évidemment, si ça pète le point C, on ressort et on revendra par là un dead cat bounce plus profond. Si ça short ici et qu'on casse le point BD, enfin qu'on casse l'oblique BD, c'est Bérésina, hein, d'accord. Si point E pour le mieux, c'est de ne pas trader le point E et d'attendre. Si le point E réagit, qu'on vient ici, qu'on casse le point D, c'est short qui peut. Et alors là, ça va faire mal. Hein, parce qu'un triangle, ça veut dire qu'il y a tellement plus d'acheteurs qu'on n'arrive même pas à remonter en deux vagues. Donc c'est encore pire que dead cat bounce. C'est juste que la structure de conso se fait en triangle au lieu d'un ABC. C'est le pire des scénarios possibles. Ça veut dire qu'il y a pénurie d'acheteurs sur ce marché. Hein. Si c'est ce qui se présente. Voilà, ça c'est parfait. Allez, c'est parti. Vente de Hang Seng aujourd'hui pour ma gueule. Il y aura probablement vente de Shanghai Composite. Ah non, peut-être pas le Shanghai. Mais alors, vente de Hang Seng. Voilà, c'est le signal que je cherchais. Donc allons-y, cartouchage en bonne et due forme. Sur les indices à Hong Kong, je passe vendeur de la Chine. Pour un crack de marché en dead cat bounce, objectif à peu près par là, avec cassure de ce support même je dirais. Donc je dirais objectif sous les 25 250, donc je dirais allez, 25 000 en objectif
Vendeur pour le Hang Seng, stop au-dessus du sommet. Je peux même vous dire, voilà, stop à 33 002. Il n'y a même pas besoin de se mettre au sommet. Hein. Si on vient péter cette zone de prix, c'est qu'il n'y a pas de vendeur et que ce marché est bien maîtrisé par la Banque centrale. Moi, je pense qu'elle est en train de perdre la main. Faut y aller chaud devant, chaud devant, chaud devant. Pour ceux qui sont un peu plus prudents, attendre que ces gaps soient clôturés et qu'on repasse dessous. Il y a quand même des beaux gaps haussiers, mais voilà, une fois qu'on repasse sous ces gaps, il n'y a plus de soutien haussier, c'est un effondrement de marché qui se mettra en place. Il faudra être vendeur de toutes ces obliques, là, toutes ces conneries, tout ça, il faudra vendre à chaque fois que ça casse. Voilà, vous pouvez toutes les tracer. Hein. Ça, ici, il y a une vente à jouer. Pas au premier contact, hein, rappelez-vous, on vient toucher, on rebondit un peu, deuxième fois, on casse. Vous avez celle-là, même chose. Voilà, tous ces trucs-là, ça va être des catalyseurs baissiers, donc il ne faudra pas hésiter. Celle-là aussi, là, vous voyez, hop, vous pouvez toutes les tracer. À chaque fois, le marché va les tester, les rejeter et aller plus bas. Donc voilà, vous savez, ça fera toc, toc, hop, pouf, on casse, on vient chercher la suivante, on remonte, on casse, on vient chercher la suivante, on remonte, on casse et on tombe. Une fois que ça s'est passé, il n'y a plus rien qui soutient. Et là, ici, évidemment, c'est là où vous aurez le décrochage. Rappelez-vous comment ça se passe, la vague 2 d'un crack. Ici, on fait tout pour maintenir le malade. On remonte, on rebaisse, mais toujours, ça va au sud. On n'arrive plus à franchir de résistance dans cette vague-là. Toutes les résistances sont vendues, les supports cassés. Et puis d'un coup, on vient ici, on tente un range et d'un coup, bam, gros breakout baissier parce que là, après, il n'y a plus de soutien. Toute cette zone-là, ça n'intéressera plus personne. Donc toute cette zone-là, c'est boum, c'est ici qu'on aura le breakout, comme on l'avait eu sur le Bitcoin. Voilà, c'est l'équivalent de ça. Voilà, vous voyez, hop, on tombe, on tente le support et bim, d'un coup, on lâche tout. Donc c'est ça qu'il faudra surveiller sur le Hang Seng. Mais je pense que là, il y a un cartouchage en bonne et due forme à faire sur cet actif. What else? Donc voilà, ma conviction du moment, là, c'est en train de switcher. La IDNZD, je retrouve une conviction. Le Hang Seng, là, c'est mon cheval de bataille du moment. Celui-là, j'ai grosse confiance. Je vais y aller comme il faut hein, sur le Hang Seng. Enfin, comme d'hab, hein, c'est-à-dire que je vends ici, j'ai un risque là, je vais risquer un max drawdown là-dessus. C'est-à-dire que je risquerai 2,5 de capital sur l'invalidation et je mettrai le levier qui va en fonction. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre? Le gaz, oui. Alors, on va regarder les taux à 10 ans. Voilà, bon, bah, c'est propre hein, quand même. Belle clôture au-dessus de l'oblique. Donc là, on travaille la zone et on se fait une extraction haussière, je pense. À suivre, ça se profile bien hein, pour ce truc-là. On squeeze le momentum. Donc, attention quand même, hein, voilà, moi je pense que là, il faut quand même mettre un stop. Mais c'est quand même plutôt propre comme truc en termes d'action de prix. Le gaz. On y va tout doucement. On va voir la tronche de la bougie daily. Ok, aujourd'hui je veux une confirmation. Donc hier, inside bar. Donc inside bar, rappelez-vous ce que c'est. Alors pardon, jour précédent, on a fait une double. C'est celle que je vous avais signalée. On casse le plus haut, on casse le plus bas. Mais on clôture sous le plus bas de la journée précédente. C'est un range plutôt baissier. Ok. Hier, on neutralise ça. C'est-à-dire que là, on donne un signal neutre mais baissier. Hier, c'est neutralité pure. Aujourd'hui, on va avoir la réponse. Si on casse le plus bas, je déclenche mes stops sur le gaz. Enfin, je déclenche mes stops. Si on devait clôturer sous le plus bas d'hier, c'est pas bon. Si on casse le plus bas mais qu'on revient clôturer dans le range, on redonne un léger tempérament baissier. Donc, moi, je suis pas surexposé sur le gaz, donc je resterai tranquille. Mais voilà. Si aujourd'hui, on casse le plus haut sans casser le plus bas et qu'on fait une clôture plus haute que la clôture d'hier, donc clôture au-dessus de 2,67 avec une cassure du plus haut sans avoir cassé le plus bas, au contraire, on va renverser la pression, c'est-à-dire qu'on aura eu range plutôt baissier, range neutre, range haussier. Donc, vous pouvez avoir un sentiment que le marché est en train de former un creux ici. Alors là, si on forme un creux là, j'ai dit derrière, boum, on monte sans problème, chercher 38% de retracement. Donc, ça fait un bon 10% de gain sur le gaz à venir si cette chose-là se produit. Le gold, bon, voilà, hein, patience. Je pense qu'il faut vraiment être... si ça réactive à la hausse, ce truc-là, il faut rentrer. Mais... ça sera lié au FOMC. Moi, je n'ai pas de structure de prix qui me permette de me positionner en l'état. On est sur une bougie survendue et pour l'instant, les prix se maintiennent au-dessus. Donc, si on casse une résistance après avoir survendu, c'est un signal haussier. Le momentum, vous voyez qu'il n'a pas de conviction. Votre momentum, il est en contraction. Voilà. Donc, ça veut dire creux sommet descendant, enfin, sommet descendant, creux ascendant. Dans un truc comme ça, vous ne savez absolument pas ce qui va se produire. Donc, moi, je ne sais pas. Voilà. Aujourd'hui, le FOMC va catalyser le gold.
Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit, ok? Et ce n'est pas non plus un lapsus révélateur. Soit ça tombe et on vient chercher sous les 1003 et un achat est intéressant sur ces zones de prix, achat spéculatif hein, bien entendu, soit ça réactive à la hausse le FOMC, le risque s'empare du marché, on casse les résistances du gold, dans ce cas-là il faut racheter. Okay, pragmatique, en termes d'éléments techniques, on est sur de la vol basse à 50 périodes, si ça se met à casser des résistances, moi je n'hésiterai pas à y aller, hein. C'est-à-dire si ce soir le gold fait une clôture au-dessus de l'oblique baissière, si on clôture là ce soir, voilà, moi j'y vais, hein. Il n'y a pas de souci. On aura survendu, le marché paye la survente et casse une résistance, il faut acheter, point. Moi je veux acheter spéculatif, c'est-à-dire agressif, que si on me propose des prix plus bas, parce que c'est là où j'ai le meilleur risque ratio rendement. Maintenant, si le marché s'empare des achats avant cette zone de prix, j'hésiterai pas à y aller, ça veut dire que les acheteurs sont encore plus forts que je le pensais. Mais pour l'instant, je n'ai pas le ratio risque-rendement qui me permet de me positionner avant que le signal de trading soit donné. Donc soit j'attends qu'il y en ait un signal de trading haussier, par une cassure de résistance, soit on vient chercher la zone de prix qui m'intéresse pour spéculer. L'US Oil, on va regarder. Ok. Ouais. Bon. Je sais pas trop quoi penser de ce truc-là. Mais ça ne m'invite pas à être haussier. Voilà. Ça ne m'invite ni à être haussier, ni à être baissier. Je ne sais pas trop. Voilà. Il est possible qu'on fasse un triangle rectangle. 1, voilà. Ça fait B, C, D, E. Et on revient ici. Et je pense que ça peut être intéressant. Dans ce cas-là, ici, on formera la barrière. Et achat du point E et cassure de la droite BD pourra donner un très beau signal d'achat pour aller chercher légèrement au-dessus des 70, je dirais 72,50, 73 $. Et après, derrière, boum, on revend et on part sur un mode positionnement pré-récessif pour l'US Oil. Donc, on vend un peu les comos, quoi. Les comos, pardon. On vend un peu l'énergie. L'eurodoll, ouais, toujours bruyant, toujours emmerdant. Voilà, intradable au possible. On va surveiller quand même, hein. Si ce truc-là devait aller faire un plus bas ici, c'est que dans ce cas-là, ça c'est une vague 1, 2 et on sera dans une 3. Si on se met à casser des supports, moi je rentrerai à la baisse. Mais voilà, ça ne m'invite pas à penser ça. Regardez comment se comporte la vol à 50 périodes. C'est le truc, c'est en train de contracter à mort. Donc j'ai plutôt tendance à penser qu'on est toujours dans une structure de range complètement merdique, intradable. C'est purement de la manipulation géopolitique, donc on ne touche pas. L'euro-yen, l'euro-yen, d'accord. Ok, donc euro-yen, on va aller regarder la structure de prix sur les UT inférieures. On va juste aller en 8 heures pour voir si c'est plus clair. Ouais. Ouais, effectivement. Alors, ça a bien l'air d'être ça. Donc, ça, c'est une structure de conso assez emmerdante, d'accord. Alors, c'est pas ça pour ceux qui apprennent l'idiotisme. C'est normal que vous soyez paumés, hein, voilà. C'est flat extended en correction pour la vague B. Je pense qu'on vient chercher une C. Donc, on va bien entendu tracer nos extensions classiques. Ah, attendez, je vais l'enlever. Hein, mais voilà, vous avez compris. Donc, ça fait un point A ici, un point B au-delà du point A et un point C qui fait probablement là 2,618 de la vague AB. On va aller regarder combien d'ailleurs. Hop, donc ça fait généralement 1,618. Bon, c'est ça. Donc on a fait 1,618. Donc on est dans le schéma classique d'un ABC extended. Donc on reste dans notre structure, on attend une conso de type ABC là-dedans, on cherche une vague C. Donc 100-127, c'est bien là-dedans que ça m'intéresse. Donc on reste toujours sur le même schéma, pour moi je dirais 133,50 pour s'attaquer gentiment et à faible risque sur de l'euro-yen en anticipatif. Vu la structure flat extended, il faudra surveiller la zone des 100 quand même. Voilà. Moi, il me semble que c'est là que le cluster le plus intéressant se trouve, mais si on a des signaux vendeurs à 132,70, il faudra commencer à s'y intéresser quand même. Donc, attendez une seconde, je vais faire entrer mon chien, il galère. Voilà, pour l'euro-yen, c'est fini. Alors, what else? AUDNZD. Donc, l'AUDNZD, ça se présente très très bien. Ok, on va regarder à quelle heure sont nos catalyseurs ce soir. C'est 22h et 2h du matin. Donc, des catalyseurs ce soir, là, un signal vendeur en horaire, donc prudence,
ok, hein, c'est tout ce que ça veut dire, prudence, mais évidemment, si le catalyseur ce soir catalyse à la baisse, c'est des stops. Si le catalyseur ce soir catalyse à la hausse, c'est banqueroute, et on aura donc franchissement de cette résistance. Donc là, je pense qu'en gros, c'était achat dans cette zone, vente dans cette zone, on reste neutre là-dedans, et le catalyseur va catalyser la sortie, soit haussière, soit baissière. Donc cassure de support, c'est que le catalyseur est baissier, on sort de là. Cassure de la résistance, déclenchement du scénario acheteur en daily, weekly, monthly, donc autant vous dire, c'est le moment de jeter si ça doit casser la résistance. Il y aura peu de retracement sur la UDNZD pour les raisons que je vous ai expliquées. On va être dans une vague 3 mensuelle, de vague 3 weekly, de vague 3 daily. Enfin, de toute façon, c'est là où il va y avoir gros décollage, des gaps haussiers, tout ce que vous voulez. Tout le monde va rentrer dans le train sur la UDNZD. Évidemment, ceux qui auront spéculé auront de meilleurs prix. C'est bien entendu le but. Mais attention, voilà, le catalyseur ce soir, qu'il soit important ou non, je pense qu'il aura une importance parce qu'il se produit sur une zone technique vraiment charnière. Donc voilà. Moi, je pense qu'il y a un énorme truc qui va se jouer ce soir. On verra bien ce que ce catalyseur nous décide. J'espère pour moi que ce sera plutôt un directionnel haussier. Évidemment, si avant le catalyseur, vous avez déjà les prix qui cassent le bear ici, c'est que vous savez la réponse. C'est-à-dire que le marché veut monter, que le catalyseur soit bon ou mauvais. Hein. Je pense qu'on se dirige là-dedans, en fait. C'est-à-dire, je pense que ce soir, on aura déjà cassé le signal bear avant même les catalyseurs. Et si on se positionne là ce soir, le catalyseur sera très probablement haussier. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas y risquer votre compte là-dessus. Si vous vous dites, je me mets là, ouais, Phil il a dit qu'il avait une super conviction, on a déjà cassé la résistance, c'est que ça va forcément monter. Ouais, mais si vous prenez 30% de risque sur votre compte, si ça invalide, vous perdez un tiers de votre capital sur une statistique. Moi, j'appelle pas ça du trading, j'appelle ça du vrai jeu, quoi, du vrai gambling. Donc non, on y va, mais on risque pas tout son compte sur un truc pareil. Ça reste un trade spéculatif. Quand on spécule, on perd pas plus de 1-2% de capital, c'est tout. Voilà. Sinon, c'est du gambling au-delà de ça. Voilà. Alors, à Apple, on s'en fout. Alors, on va regarder... on va regarder Apple. Ok, donc ça se maintient toujours. Hein, je dirais pour l'instant encore trop précoce pour se positionner vendeur d'Apple. Même si là, quand même, il y a un gros signal vendeur, en fait. Hein. Voilà, Apple, ça donne un signal short ici. Mais voilà, rappelez-vous toujours pareil. Ne pas trader les signaux sans rien. La stratégie, elle a bien 3 étapes et c'est pas pour rien. Il faut vous construire votre conviction. Ma conviction, c'est que je veux vendre. Mon cadre technique, c'est qu'on est dans un range, hein, ça se voit, break haussier qui ne parvient pas à installer une tendance, break baissier qui n'installe pas de tendance non plus. On est bien dans une structure de range. Donc, pour me retourner, il faut qu'on termine cette structure de range. Et là, je vois bien donc que dans mon cadre technique, il me manque une petite vague haussière pour aller peut-être chercher 190. Et est-ce que je peux me permettre de payer 190 en risque haussier? Clairement non. Donc je fais quoi? Tout simplement j'attends. Soit on casse le support, et dans ce cas-là, voilà, ça m'intéressera. Mais voilà, moi quand je vois ça, c'est pas bon signe. Regardez le creux de momentum ici, on est déjà survendu alors que les prix sont toujours au-dessus. Donc là, soit c'est boum, on décroche et ça devient intéressant de commencer à avoir un sentiment vendeur. Soit ce marché, il trouve juste pas assez de vendeurs ici pour casser le support, ça va remonter mécaniquement pour chercher des vendeurs plus loin. C'est pas un marché qui va spécialement monter parce qu'il y a des acheteurs, mais parfois le marché monte parce qu'il n'y a pas assez de vendeurs. Ça, il faut que vous compreniez ça aussi. C'est extrêmement important. Le marché, c'est pas juste, le marché, c'est un rapport de force. Et si le marché veut baisser mais qu'il n'a pas assez d'acheteurs, il va monter plus haut. C'est assez con comme mécanique, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ça. Et pourtant, c'est important de comprendre ça. Là, il y a bien un signal d'achat valide en plus en horaire. Donc, je dirais, voilà, tant qu'on ne casse pas le support, moi, je vois plutôt un support acheteur ici pour l'instant sur Apple. Tesla, on va attendre de voir comment ça se goupille aujourd'hui. Moi, si j'ai une clôture daily ce soir avec invalidation, alors en sachant que quand vous voyez ça, là, boum, 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 survente, 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 plutôt signe en général qu'on va effectivement essayer au moins de briser le truc. À voir. Moi, il faut tenir une clôture daily. Parce que si aujourd'hui on fait tac, tac, ça ne m'intéresse pas. Ça veut dire qu'on brise le support, mais qu'on le réintègre. Donc, en fait, c'est que c'est acheteur. Je veux qu'on installe une clôture sous 308. Clôture daily sous 308, pour moi, c'est terminé pour Tesla. Et derrière, effectivement, je passerai vendeur. Mais là, c'est vendre un support. Donc, je veux attendre d'être sûr que ce support cède. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Voilà. Et si le support ne cède pas, ou si c'est une fausse cassure, je ne veux pas rentrer là-dedans. Parce que ça veut dire que derrière, le marché va aller vous péter les stops.
Donc moi j'ai vraiment deux zones d'intervention, soit ici en overlap de la une, et là ça peut être intéressant effectivement avec un bon risque ratio rendement, parce que en vous positionnant ici, vous savez où mettre votre stop. Voilà ce que je dirais. Soit ça remonte un peu, soit carrément on tente l'enfoncement du support, mais il faut vraiment tenir la zone à la vente derrière. C'est-à-dire il faut que ça casse et que ça ce soit un rock. C'est-à-dire casser, retester et continuer la baisse. Et évidemment, là, après, on se positionne vendeur. Avec moins de risques que de rentrer là en l'état sur le support. Là, au moins, on saura que le support a cédé. Donc, on pourra mettre le stop sur le point 2. Moins de levier, évidemment. Mais ça pourrait être intéressant quand même de se positionner sur Tesla. Pardon. Facebook, la bérésina continue, hein, voilà. Là, je ne peux pas faire plus simple. Hein. Quand vous avez ce truc-là, moi je pense que, je vais vous donner mon sentiment, ok? Allez, on va s'amuser, on va le faire. Voilà. Facebook, on va se mettre en daily. Typiquement, too big to fail, un gros canal haussier, il ne faut pas vendre, surtout ne vendez pas, ça va monter indéfiniment. Bah non, voilà, vous avez la réaction, voyez ce qui se passe. Sur des actions quand elles sont payées hors de prix, même s'il y a des résultats, même si c'est des bonnes choses, voilà, le marché il anticipe comment ça va se positionner dans le futur. Est-ce qu'on va avoir plus de résultats ou moins de résultats? Voilà, point à la ligne. Ça peut être un catalyseur comme ici, c'est-à-dire là c'est une phase de volatilité, tout le monde paye derrière, possible, moi j'y crois pas une seconde. Tout simplement parce que ça c'est une action de prix de crack. Voilà. Boum, dead cat bounce, ça revend. Donc je vois aucune espèce de raison d'acheter moi. C'est tout simplement, pour moi ce break là il va être validé, c'est-à-dire que ça va pas vous faire le coup habituel du ah et ben non on repaye. Possible, je peux me planter, d'accord, mais il faut tant qu'on bascule pas sous 161 $, il n'y a pas d'alerte vendeuse en soi. Ça bascule sous 160 $, c'est un crack. Hein. Et derrière, ça ne jouera pas son rôle de support. Ou alors, en première intention, mais derrière, on aura une repurge. Pour moi, c'est un retournement de long terme sur Facebook qui traduit tout simplement la fin du cycle économique. Vous voyez, regardez comment Facebook se comporte durant le cycle économique. Voilà, c'est tout haussier. Voilà. On est à la fin du cycle économique, on purge. Voilà. Donc pour moi, il semble logique de passer vendeur de ce genre d'action. Et encore une fois, c'est des actions qui, pour la plupart du consensus, sont des too big to fail. C'est-à-dire que tout le monde est à l'achat, personne ne se pose de questions, et là, d'un coup, les portes se referment sur tout le monde. C'est ce qui attend les autres actions, hein, qu'on soit bien d'accord. Les actions américaines, les grosses capis, ont toutes le même schéma. Ce schéma haussier permanent, pas de sensation du risque, on achète nos sous-sailles. Voilà. Évidemment, quand le risque va revenir, ça va coûter cher. Donc ça risque de tomber brutalement. Et si ça commence à migrer sur les autres actifs, vous savez ce qui se passera. Les capis vont chuter, donc les indices chuteront. C'est aussi simple que ça, c'est mécanique. Tout ce qui monte redescend un jour. Maintenant, la question, c'est de savoir si on est déjà dans le timing où ça redescend. Moi, je pense que c'est possible. C'est pas encore garanti. Parce que je pense qu'on peut aller légèrement plus haut, mais voilà, si ça se met à vendre, les indices vont tomber, point à la ligne. Il ne faudra pas chercher plus compliqué que ça. Nvidia, voilà. Bon, allez, ça, on ne va pas passer non plus par 4 chemins. Alors là, c'est parce qu'il n'y a pas la mise à jour sur cette version-là, mais on est bien ici en signal vendeur hier, avec bougie rouge, signal Hébert, enfin triangle rouge, signal Hébert. Hier, non cassure du plus bas, premier tick acheté sur la séance. Et on vient clôturer au-dessus du plus haut de la journée précédente en ayant déjà cassé le plus haut. Ça, aujourd'hui, il n'y a pas 50 solutions. Soit le marché est acheteur, il va défoncer tous les stops, le mien y compris. Et dans ce cas-là, on ira casser le biseau par le haut. D'accord ? Et donc dans ce cas-là, pour moi, il n'y aura pas de vente, sauf si on casse, on fait une petite extraction haussière. C'est-à-dire dans ce cas-là, hop, on vient faire une fausse cassure et on revient. Dans ce cas-là, je vendrai la cassure de ce prix-là et du support oblique. D'accord ? C'est-à-dire que dans ce cas-là, pour moi, le seul trade vendeur qui pourra être défendable ensuite sera celui-là. Mais un trade en cassure, du coup. Là, je tente un trade spéculatif. Le marché me dit « Oula, non, tu spécules trop, mon garçon, je prends ton stop. » Voilà. C'est ça, en fait, ce que me dit le marché. Moi, je ne peux pas monétiser un stop là parce que j'ai mis du levier. Donc, je suis obligé de donner mon stop. Voilà. C'est-à-dire j'ai joué agressivement. Là, le marché, hier, il me dit « Ouais, non, tu as été trop fort, mon gars. Je vais te niquer. » Donc, s'il doit me niquer, c'est le jeu. J'ai pris un risque, le marché estime que j'ai pris trop de risques, il me dégage. C'est le jeu. Je ne vais pas m'accrocher à ma vente, qu'on soit bien d'accord. Je préfère attendre et être pragmatique parce que là, on peut très bien, vous voyez, après un truc comme ça, s'envoler. Hein. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, la solution numéro 2, c'est que le marché va poursuivre en canal et dans ce cas-là, il va vous faire ça. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, pour revendre, il faudrait vraiment que ce soit fausse cassure, réintégration, cassure de support. Et là, je pense qu'on pourra avoir un sentiment vendeur. Si aujourd'hui, on donne un signal haussier, hein, attention, si aujourd'hui, on ne donne pas ce signal haussier, et si aujourd'hui, on repart à la baisse, c'est la bérésina baissière.
Là, ils ont tenté de nous constituer un support, les acheteurs. D'accord ? Donc ça, si ça cède aujourd'hui, c'est-à-dire si aujourd'hui, on ne parvient pas à casser le plus haut, qu'on réouvre à la baisse et que le prix se redirige vers le support et le casse, Bérésina, je doublerai ma position. J'en ai déjà pour 80 000 euros de vente en Nvidia là. Et je vous garantis que je suis prêt à en mettre encore plus. Donc 80 000 $, enfin j'ai mis 60 000 euros quoi. Si ça retombe, j'y recolle jusqu'à, peut-être pas le double, je ne vais pas être débile non plus, mais je remettrai du monde à la vente, ça c'est clair. Et parce que dans ce cas-là, ça voudra dire que là, on aura bien purgé tous les vendeurs. Alors là, derrière, je pense que c'est une grosse séance avec un gap qui suivra. Voilà. C'est-à-dire que là, il faut vous attendre très franchement à un truc comme ça. C'est-à-dire si aujourd'hui on rebaisse et qu'on revient invalider le signal haussier d'hier, si aujourd'hui on tient une clôture à l'intérieur de cette bougie-là et si on clôture en dessous de 50%, alors notez bien les catalyseurs, comme ça vous le saurez. En daily, aujourd'hui, option numéro 1, c'est haussier. Dans ce cas-là, on va casser le plus haut, clôturer au-dessus du plus haut de la journée d'hier. Tout simplement. Dans ce cas-là, chasse de mon stop et on n'en parle plus. Le reste ne m'intéresse pas, sauf si on fait une fausse cassure et qu'on retourne au sud. Casser ce support ensuite. L'option numéro 2, c'est aujourd'hui, on ne parvient ni à casser le plus haut d'hier, ni le plus bas. Alors ça, c'est très mauvais signe. Ça veut dire qu'on constitue un range, mais comme le dernier signal est un signal vendeur, c'est un range qui très probablement aura une extraction baissière. Mais ce serait le mieux pour moi. J'aimerais qu'aujourd'hui, on reste dans la bougie d'hier. C'est-à-dire qu'ici, on ait trouvé une résistance, là, on ait trouvé un support. Qu'on fasse ping-pong entre les deux. Évidemment, la sortie baissière, je renforce comme un cochon. On est d'accord ? Jusque-là, pour ça, c'est bien. Scénario numéro 3, on tient le plus haut et le plus bas. On tient le plus haut, on vient recasser le plus bas, c'est-à-dire on reteste le support et on clôture sous 50% de la bougie. C'est-à-dire, imaginez-vous, la bougie, elle est comme ça, ok ? Il faut que vous ayez une clôture qui se fasse sous les 50% de la bougie. Prenez l'amplitude au bas de la bougie, pas du corps, l'amplitude plus haut, plus bas. Il faut clôturer sous 50%. Si on fait ça en ayant cassé le plus bas, je pense que c'est un gap qui nous attendra le lendemain. C'est-à-dire que, écoutez, je vais essayer de vous dessiner le chandelier. Alors, je ne suis pas très très fort en dessin de chandelier non plus, mais voilà. Imaginons, on a une bougie qui fait ça aujourd'hui. Ok ? On réouvre à la hausse, on clôture comme ça, et on a... Ah merde, je ne peux pas vous mettre la mèche comme je voudrais. Bon, imaginons, voilà, on a un chandelier comme ça. Hop, voilà. Voilà, un chandelier qui fait ça aujourd'hui. Donc on vient clôturer, même s'il y a une grosse mèche basse, tant qu'on vient clôturer sous 50% du range, si on casse le plus bas très légèrement comme ça, là, voilà, si on devait faire un truc comme ça par exemple aujourd'hui, ultra bear, ça veut dire que très probablement la bougie qui suivra le lendemain, c'est un truc comme ça. Gap baissier sous le support et on enfonce et on pète ce support dans la journée. C'est ce qui pour moi a le plus de chances de se produire. Derrière, ce sera gros gap, gros marabouzo rouge et on n'en parle plus. Ok ? Donc dans ce cas-là, il faudra s'être positionné en amont dans ce range. Si on devait avoir un truc pareil aujourd'hui. Donc voilà, surveillez ça sur Nvidia. Aujourd'hui, la séance sera extrêmement importante. Évidemment, je vous mettrai un tweet ce soir quand on aura la bougie clôturée. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On regarde Boeing, mais voilà. Boeing, ça valide le support. Voilà, là, on est bien sur une deuxième séance haussière, bien bon flux haussier. On peut valider notre vague 2 ici. Je pense donc effectivement qu'on se redirige 3, 4, 5 et derrière, on dégomme Boeing. Donc patience encore sur Boeing. Il me semble que c'est pas mature pour jouer des ventes agressives, mais ça viendra tôt ou tard et il ne faudra pas hésiter à cartoucher là-dessus. Voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain.